Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Pixel Sport. On est là pour faire le débrief de la 8e journée des Jeux Olympiques. Comme presque d'habitude tous les jours, on n'a raté qu'une émission. Je pense qu'on n'en ratera qu'une ou deux la semaine prochaine. Donc on est pas mal, on est sur un bon rythme. Et on va débriefer cette journée du samedi 3 août où il s'est passé beaucoup de choses bien sûr comme d'habitude, mais il y a eu deux, trois événements qui m'ont particulièrement marqué et dont on va parler bien en détail. Et ça a encore été une belle journée pour l'équipe de France et pour les médailles. On est au bord de passer devant Tokyo où on a fait jeu égal avec Tokyo peut-être hier. C'était 41 à Tokyo et je ne sais plus si on a passé ou pas les 41. Je crois qu'il fallait encore une médaille, peut-être en se trouant sur l'escrime en femme, peut-être qu'on n'a pas atteint les 31. J'ai un petit doute là-dessus. J'ai un petit doute, on en parlait pendant la soirée et du coup, je crois qu'il va en manquer un poil. Je crois qu'il va en manquer un poil. Donc, on va se lancer dans, comme d'habitude, vos petites rubriques que vous connaissez. Et on va attaquer avec la perf du jour. Et alors, non, on va pas parler de judo dans la perf du jour. On va laisser ça pour le coup de cœur des enfants. Mais dans la perf du jour, moi, je voulais parler de la course cycliste dans son ensemble parce qu'il y a eu plusieurs perfs. Et il y a eu des choses assez folles et la course était assez incroyable. J'ai récupéré quelques images là, à vous montrer en même temps. Là, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a eu des plans incroyables. Les circuits en ville, de toute façon, c'est toujours sympa. Et puis encore plus, voilà, quand il y a plein de monuments comme ça. Il faisait la butte Montmartre. Donc il y avait un petit circuit dans la vallée de Chevreuse, voilà, que moi je connais très très bien. J'ai beaucoup roulé en vallée de Chevreuse. Donc il y a des routes qui m'ont bien parlé. Et ce qui était cool dans cette course en ligne, c'est que rapidement, on a eu du mouvement en fait à 90-80 km de l'arrivée. Ça a commencé un petit peu à s'énerver, à relancer, à attaquer, à se positionner. Et la course a été animée assez tôt. Je ne vais pas vous refaire tous les premiers kilomètres, les attaques, etc. On va plutôt aller vers la fin de course, là, quand il restait 30-40 km, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais bon. Donc une course de 270 km, c'est pas mal de rappeler, avec un circuit assez casse-pattes, voilà, mais une taille de course typée classique. Donc c'est les classiques en vélo, c'est ces courses d'un jour, assez longues, assez exigeantes, voilà, c'est toujours des costauds qui l'emportent parce que c'est quand même des longues distances. Et là, la grande spécificité de cette course, elle est double. Déjà, quand c'est une course pas par équipe, mais par nation, ce qui n'est pas habituel dans le vélo, si vous ne suivez pas trop. Dans le vélo, il y a des équipes avec des marques, vous connaissez la Française des Jeux, la Deutsche Telekom pour les plus anciens, voilà, la Sky à une époque, la Lotto, enfin, donc c'est des noms de marques qui changent un petit peu, des fois c'est les mêmes équipes, mais les sponsors changent, etc. Et donc, voilà, c'est des joueurs sous contrat, comme vous avez voilà, le PSG, Marseille, etc. Des joueurs dans contrat dans une équipe. Et puis, comme à l'occasion d'une Coupe du Monde de foot, vous jouez avec les gars de votre pays, mais qui ne sont pas vos équipiers tout au long de l'année, en fait, avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de rouler et pour lequel les intérêts sont un petit peu particuliers parce que des fois on peut avoir des alliances de circonstances. Par exemple, vous avez un Belge et un Espagnol devant, mais ils sont dans la même équipe, donc ils vont un peu plus rouler facilement. Et on a vu des exemples par le passé d'un coureur qui ne suivait pas exactement les consignes de son équipe nationale parce que il y avait des intérêts pour son équipe professionnelle. Et en fait, la grande différence en foot, si vous êtes champion du monde, voilà. L'équipe de France est championne du monde, très bien. Bon, quand il retrouve l'Allemand dans son club, bon, c'est pas grave, il est champion du monde, il l'a battu en finale. Là, la grande différence quand même, c'est que quand vous êtes champion du monde, par exemple, vous portez le mode champion du monde toute l'année et ça veut dire beaucoup pour les marques, c'est très important pour le sponsor d'avoir le mode champion du monde. C'est un mode distinctif qu'on filme souvent pour savoir où il est. Et si on le filme souvent, on voit beaucoup le sponsor et le sponsor paye plus. Il y a des bonus quand votre équipe est championne du monde. Ce que je pense n'arrive pas dans un club, vous m'arrêtez si je me trompe, mais si Mbappé revient en tant que champion du monde, je ne pense pas que Paris lui file un bonus. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Donc, c'est fait des courses. Voilà, c'est très rare. En fait, c'est ça aussi la différence, c'est que l'équipe de France
en football, c'est une institution, c'est extrêmement important, il y a des rendez-vous réguliers. Là, c'est les championnats du monde, les championnats d'Europe et c'est les Jeux Olympiques, quoi. C'est un peu tout ce qu'on a. Donc c'est très rare et ça fait toujours des courses sympathiques parce que donc, les équipes sont différentes. Il y a beaucoup moins de monde. Au Tour de France, il y a une époque, on était 9, maintenant on est 8. Là, ils sont pas plus de 4 ou 5, quoi. Donc du coup, contrôler une course est beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde qui roule, contrôler toutes les échappées, faire une arrivée au sprint tranquille. Ça ne marche pas. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc, ça fait des courses avec des dynamiques différentes où les coureurs ne sont pas vraiment habitués à courir comme ça. Donc, forcément, quand on n'est pas habitué, quand on nous sort de sa zone de confort, ça fait du mouvement, ça fait de l'imprévu et ça, c'est toujours intéressant. Et dernière spécificité, depuis quelques années, sur les courses comme ça, typées championnat du monde, championnat d'Europe, ils enlèvent les oreillettes, ces petits dispositifs qu'ils ont dans l'oreille qui leur permettent d'avoir des alertes sécuritaires. Attention, un chevreuil traverse la route, il y a eu une chute, mais qui permet aussi de parler. Ça serait que écouter à la limite, bon, on téléguide les coureurs en disant machin attaqué, il a tant de minutes devant, mais ils savent tout en fait. Ils savent exactement toute la position de la course. Là, c'est pas le cas. Et puis donc ce que je dis en plus, ils peuvent parler, dire je me sens pas bien, j'ai crevé, il me faut de la flotte, voilà, j'ai remarqué lui il est pas en forme, etc. Ou voilà, ça communique énormément et on pourrait avoir certains pensent que c'est un petit peu téléguidé et que ça enlève un petit peu du cachet de la course. Et bien là ça on l'a pas, les oreillettes. Chute à l'arrière du peloton, Jean-Paul Olivier. Exactement, ça on l'a pas et du coup ça donne des courses avec beaucoup de mouvements, beaucoup donc on disait d'incertitude et aucun moyen de communiquer. Et on a notamment vu Remco Evenepoel sur la fin, complètement perdu en disant mais j'ai pas les écarts, donnez-moi les écarts. Regardez la caméra en montrant sa montre, il savait pas s'il avait beaucoup d'avance ou pas. C'était cool et il y a plein d'anecdotes par rapport aux non oreillettes qu'on va détailler pendant la course. Mais voilà, donc c'est des spécificités, pas d'oreillettes, donc pas moyen de dire qui est devant, quel est l'écart, qu'est-ce que je dois faire. Et le directeur de course qui dit roule pas, accélère, ralentit, etc. Ça c'était pas possible. Donc on démarre. On démarre ce débrief avec, je sais pas, une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, peut-être un petit peu plus. C'est le premier passage de Montmartre, je ne me souviens plus exactement le kilométrage, mais il y avait 3 passages dans Montmartre. Boss assez raide, dans les pavés, avec un monde mais impressionnant. Ça faisait un boucan de fou. Et puis l'arrivée, je vais vous montrer les autres photos. J'ai prévu exprès de vous mettre plusieurs photos. Depuis tout à l'heure, vous avez la tour Eiffel en fond, là, vous vouliez peut-être voir autre chose. Tac, non, ok, ça veut pas faire ce que je lui demande. Bien écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'était en haut de la butte Montmartre, là voilà, il y avait sur les marches, ils avaient fait des gradins, donc c'était exceptionnel le passage des coureurs devant. Mais donc premier passage de la bosse, il y avait un petit groupe, devant, et là Van Der Poel, un des énormes favoris de la journée, avec Remco Evenepoel et Wout van Aert, il met une énorme mine, il fait péter le peloton. Van Aert s'accroche, Alaphilippe pas loin derrière, voilà, ils sont plusieurs à être un peu à distance. Dans la descente, ça revient, ça se regroupe. Et puis derrière, en fait, ces deux-là, ils sont un peu neutralisés en fait dans le paquet. C'était un peu, c'est les favoris, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, on regarde. Et là, il y a eu un coup de génie de Remco. Alors ça, c'est pour un peu plus tard, cette photo. J'en avais pas d'autres, là. Il y a eu le coup de génie de Remco qui, en fait, à la faveur d'un petit ralentissement regardage, met une énorme mine. Mais vraiment une attaque incroyable. Il prend 50 mètres très très rapidement et le problème c'est que ce gars-là, c'est juste le champion du monde, le champion olympique du chrono. Il est ultra puissant. C'est un des meilleurs rouleurs de sa génération mais on peut pas le laisser partir parce qu'avec aussi peu, comme on disait tout à l'heure, d'organisation au niveau des équipes, il n'y a pas beaucoup de monde pour rouler. Ça fait 230-240 bornes que les mecs qui roulent. C'est compliqué de faire le trou. Il avait plutôt bien couru. Et puis il est belge, donc Wout van Aert est belge aussi. Donc il y avait un peu cette idée de Van Aert, il n'avait pas à rouler. Si quelqu'un doit faire le jump pour boucher le trou, c'est plutôt Van Der Poel. Donc tout ça, c'est un petit peu neutralisé.
Evenepoel a rejoint le petit groupe de devant et en fait ça a permis à ce fameux groupe de se relancer un petit peu. Ils étaient en train de se faire rattraper petit à petit par le peloton. Avec Evenepoel devant qui roule, ils ont fait le trou. Et dans ce peloton, il y avait Valentin Madouas, le français, et qui s'est bien accroché. Ça a été le dernier à tenir la roue d'Evenepoel dans ces petits faux plats, là, comme on a des fois à Paris, avec une route bien large, bien roulante. Et Evenepoel, il écrasait les pédales. Il a fait péter les gars sans faire d'attaque, mais juste au train, à les écurer. On en parlait pendant le triathlon en vélo. Quand on est juste derrière quelqu'un, on est dans l'aspiration, on est bien, on est protégé, et c'est plus facile. Il les a fait péter alors qu'ils étaient dans la roue, c'est-à-dire que ça allait tellement vite, malgré l'aspiration, il les a fait lâcher. Donc vraiment une course incroyable d'Evenepoel, parfaitement gérée. 1 minute 30 d'avance, 3 km à jouer, parce qu'effectivement, il a fait péter un moment Valentin Madouas un peu avant Montmartre, là, il a réussi à le faire sauter dans un petit faux plat. Donc on va déjà parler de la course d'Evenepoel. Il arrive, 3 bornes de l'arrivée, rien ne peut lui arriver, et là, dans le jardin du Louvre, crevaison. Et là, pas d'oreillette, pas de rien. Donc là, complètement fou, parce que lui, il ne sait pas combien il a d'avance. Il ne sait pas s'ils sont à 15 secondes derrière, 1 minute. On savait qu'il y avait 1 minute 30 que c'était joué, même avec une crevaison. Et là, il était fou. La voiture, il trouve qu'elle est trop longue à arriver, mais elle arrive quand même assez vite. Heureusement, il avait la voiture de son équipe derrière. Il lui change son vélo, il repart. Il a perdu à peine 30 secondes et il finit magnifiquement sous la Tour Eiffel. Cette vue était incroyable, cette arrivée était juste folle là au Trocadéro avec la Tour Eiffel derrière. Ça a fait des plans mais incroyables. En plus, il nous a offert cette magnifique célébration après la ligne où il pose son vélo, il est comme ça devant la Tour Eiffel. J'ai pas encore trouvé la belle photo avec le vélo, lui et la Tour Eiffel derrière, mais magnifique victoire d'Evenepoel qui était juste le plus fort aujourd'hui, il n'y avait rien à dire. La tactique des Belges, pour une fois, a marché. Ils sont pas mal troués récemment dans les championnats du monde, etc. Ils ont du mal à faire des belles courses d'équipe. Là, Van Aert et Evenepoel, les deux ont bien réussi à piéger Van Der Poel. Et magnifique victoire. Mais donc on le disait, derrière il y avait un petit paquet et donc surtout Valentin Madouas était collé derrière pendant un bon moment et à 10 bornes il pète. Et donc là il avait en gros 1 minute 30 d'avance, 1 minute 15 sur le peloton. Mais quand il n'y a plus Evenepoel qui vous tracte, tout de suite il a perdu du temps et il se faisait gratter. Et ça revenait derrière parce que ça s'organisait. Il y avait un petit groupe. Alors avec Christophe Laporte qui ne roulait pas mais qui ne savait pas non plus exactement. Et salut Pixel for rien. Salut Eniria, bienvenue. Et salut Nuds. Madouas, Christophe Laporte, donc le français derrière, il savait qu'il y avait Madouas devant, mais il ne savait pas qui exactement, et il savait qu'il y avait Evenepoel, mais il ne savait pas trop le reste. En fait, comme on n'a pas les oreillettes, là, c'est une course de mouvement assez rapide, on n'est pas sûr de qui on a repris, parce qu'on n'est pas sûr de qui était parti non plus à la base. Il y a eu beaucoup d'attaques, etc. On n'est pas toujours à l'avant pour voir, et c'est pas facile de voir, on est dans le bouillon, peut-être qu'on demande aux autres, mais les autres répondent pas ou savent pas plus. Donc bref, lui, ce petit groupe, il se fait en sorte que ça roule pas non plus trop vite pour rattraper Valentin Madouas, mais essaie de rouler un peu quand même pour pas que le peloton derrière leur veine, ils sont un petit groupe de 4-5. Et on a tremblé jusqu'au bout parce que Madouas, l'écart, il fondait. Et finalement, il arrive, ça frise par moment. Oh non, pas le freeze. Oh là là. Bon, dites-moi ce que ça donne. Donc ouais, il ne rattrape pas Valentin Madouas qui fait sa magnifique deuxième place et Christophe Laporte règle le petit sprint de ce groupe de 4-5. On sait qu'il est assez rapide, c'est pas un sprinter pur mais il est plutôt rapide, il n'y a pas grand monde dans le groupe et puis après 270 bornes c'est aussi à l'état de fraîcheur plus qu'aux vraies qualités de sprinter que ça se joue. Il règle le groupe mais il ne sait pas qu'il est troisième en fait, il n'est pas bien conscient de ce qu'il y a, donc lui on voit il fait le sprint un peu sans le faire, voilà, il voit que ça suit pas donc il passe la ligne et en fait c'est en passant la ligne qu'il apprend, il voit Remco, il voit Valentin et il voit personne d'autre, il voit Valentin qui est aux anges, il dit ah ok et il comprend à ce moment là et c'est et en fait c'est Remco qui lui dit non mais si mec t'es troisième, moi j'ai gagné, Val fait 2 et c'est toi le troisième, donc c'était incroyable cette arrivée parce que nous on savait et nous on a crié, nous on les supportait. Ma fille m'a dit c'est bon, il n'y a pas besoin de crier, ils t'entendent pas hein. mais voilà, c'était incroyable cette course parce que c'est les courses de vélo. Quand on aime le vélo, c'est ce genre de course qu'on aime où ça court à l'instinct, ça rattrape, on ne sait pas s'il faut rouler, pas rouler. Il y a moins de contrôle et pour le spectateur
c'est vraiment cool, à vivre. Et voilà, et de voir en plus Alain Philippe, Alain Philippe, j'allais dire comme la Fédé de la loose, de voir Alain Philippe qui arrive, donc pas si mal cassé. Il est dans le groupe juste derrière, il est dans le groupe avec Laporte, je crois, ou juste derrière, et qui arrive, qui est trop content pour les deux, qui non mais c'est pas vrai, faites 2 et 3, qui est premier degré content. C'était incroyable parce que ça a bien couru en équipe. Alaphilippe a moins les jambes d'antan. Je sentais qu'aujourd'hui il a suivi Van Der Poel dans sa deuxième attaque dans Montmartre, mais il n'a pas réussi, Van Der Poel, à vraiment être assez tranchant. Et puis Van Aert allait pas rouler pour aller chercher Evenepoel, donc ça s'est super bien joué. Cette belle attaque d'Evenepoel a permis aux Belges de l'emporter. Donc belle course, et ouais, franchement, course incroyable. Madouas et Laporte, c'est quand même 2 bons coureurs. Voilà, ça fait quelques années qui font des belles perfs. On a des deuxième, troisième places sur des grandes classiques, et puis on a même Laporte qui avait gagné Grand Wevelgem, donc d'une des étapes du Tour de France. Donc voilà, puis même on voit que Madouas, c'est un coureur complet, c'est un gars qui fait 10e du général du Tour il y a quelques années. Donc voilà, ancien champion de France, bien sûr, l'année dernière. Donc voilà, des coureurs costauds. C'était une course de costauds. Et deuxième et troisième de JO, c'était cool. Et une déclaration assez cool justement de Christophe Laporte, qui disait voilà, moi je mettais toujours les mondiaux au-dessus des JO. Ok, maintenant, alors il dit peut-être que c'est parce que c'est en France et que dans Montmartre c'était dingue, mais ok, de finir une course de JO, d'avoir une médaille, je réalise vraiment ce que ça veut dire. Et quand Vauclair, ou je crois que c'est Florent Rousseau qui les briefait, non, c'est Florent Rousseau qui disait ça, qui allait causer un peu avec eux, donc le pistard, qui leur a dit, mais soyez conscients que maintenant on vous identifiera toujours comme des médailles olympiques, et ça restera. Tandis que si tu fais une place au championnat du monde, est-ce que toute ta vie on t'identifie comme un médaillé aux mondiaux? Peut-être pas. Mais vraiment, les médailles olympiques, j'ai perdu mon mot. Mais bref, ça va au-delà de son sport, du vélo, et c'est pour tout le sport. Et c'est vraiment cool. Donc voilà, bravo aux Français, bravo à Remco qui fait juste un doublé sur la même Olympiade, course en ligne et chrono. Ça avait été fait que chez les femmes, jamais chez les hommes. Énorme, il est champion du monde du chrono, champion du monde de la course en ligne. Il a gagné le Tour d'Espagne. Ce mec a 24 ans, c'est juste fou, et on n'a pas fini d'en entendre parler, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi pour finir sur le vélo? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas le son, c'est bon. Dans la montée de Montmartre, il y a Nils Politz qui s'est arrêté faire un petit pipi, on ne sait pas, en tout cas il est escolé dans un bar pour aller aux toilettes, je ne sais pas ce qu'il avait, et du coup au milieu de la foule là, et on le voit repartir sur le vélo derrière. Alors il était devant un moment, Nils Politz, et puis il a pété sous les coups de pédale de Remco, mais je trouvais ça rigolo, voilà, donc je voulais vous le montrer pour la petite blague. Allez, on enchaîne, parce que j'ai fait long sur le vélo, parce que le vélo c'est une de mes grandes passions, donc voilà. Mais on va enchaîner avec le coup de cœur des enfants, et là aussi, les grésillements, décalage son-image. Ah non, mais c'est pas possible. On va parler judo. On va parler judo, et pour le coup de cœur des enfants, parce qu'on a vécu ça en famille. Ça a duré bien plus longtemps que ce qu'on pensait. Mais donc la victoire évidemment des Français sur un match de Teddy Riner, et sur le hippon Teddy Riner, je peux vous dire que ça a crié fort chez toute la famille. On s'est tous levés d'un coup et on a hurlé. C'était génial. C'est des petits souvenirs de famille qui sont cool. Voilà, j'avais eu des bons souvenirs de la finale de la Coupe du Monde aussi contre l'Argentine. Malgré le dénouement, c'est des bons souvenirs en famille. Mais cette finale, ce tournoi par équipe de judo, il faut qu'on en parle, parce qu'il s'est passé des choses. On va remonter 3 ans en arrière. Création de cette épreuve mixte, donc 6 concurrents en judo, avec des catégories de poids différents, où on peut justement avoir des assez lourds contre des un peu moins lourds. Voilà, on a lissé, on a en gros coupé en deux les catégories, enfin réuni, ce qui fait qu'on a 2 fois moins de catégories pour avoir les 6 combattants, peut-être même un petit peu moins, peut-être ça doit être
c'est 6, 7, 8 catégories en judo, j'ai un doute. Bref, donc là, il n'y a que 6 concurrents. 3 filles, 3 garçons, chacun s'affronte. Le premier qui a 4 points gagne. Et donc, on a créé cette compétition au Japon il y a 3 ans. C'était chez eux, c'était l'épreuve qu'ils voulaient gagner. On sait que le Japon, c'est les rois du judo. Eh bien, on les avait tapés malgré de bons JO, beaucoup de médailles d'or olympiques. Ils avaient bien réussi leur tournoi par équipe, mais les Français, comme souvent, on n'est pas forcément les meilleurs en individuel tout le temps, mais dès que c'est par équipe, on pense au relais en natation, au relais en athlé, là au judo, même l'escrime par équipe. On ne sait pas trop le cas cette année, mais voilà, il y a une grosse densité. On pense à la Coupe Davis. Voilà, on a gagné des Coupes Davis alors qu'on ne gagnait pas de Grand Chelem en tennis. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous réussit bien parce que la France, c'est une grosse densité, même si on n'a pas les énormes champions dans toutes les disciplines, on a ça. Et donc on les avait battus chez eux et ils avaient très très envie de nous battre chez nous, évidemment. C'est bon, c'est recalé. Ok, super. Merci. Donc voilà, donc ils avaient vraiment très envie de nous battre. Les deux ont fait des parcours relativement tranquilles, on va dire, on va pas s'attarder dessus. Mais on démarre le combat et donc on a Ambou versus Murao pour le premier combat. Là, voilà, c'était l'affiche de la finale de leur catégorie. Pas de revanche, les Japonais prennent le premier point, très bien. Roman Dico derrière chez les lourds en femmes, malheureusement vraiment en difficulté sur ses jeux, qui passe à côté de son combat, alors que c'était justement cet exemple où les Japonais ont fait le choix d'envoyer quelqu'un d'un petit peu plus léger. Je crois qu'il y avait une vingtaine de kilos d'écart, ce qui est quand même pas mal, et elle a quand même réussi à battre la Française sur une petite erreur d'inattention. On n'a pas bien compris, à un moment elle s'est arrêtée, petit balayage, bam sur le dos, Azahari, puis derrière ça a temporisé tranquillement. Donc, voilà, 2-0 pour les Japonais et avec Roman qui perd, c'était pas vraiment prévu. Voilà, c'était pas là-dessus où on comptait perdre les points. Teddy Riner arrive, grosse pression, mais il bat Saito, la nouvelle pépite japonaise. Voilà, très lourd, très costaud, donc très compliqué à manœuvrer, mais il lui passe un hippon, mais avec un combat qui dure. On a eu beaucoup de golden score, beaucoup de tension. Voilà, c'est des combats qui marquent quand même. Derrière, Sizik contre Tsunoda, une nouvelle défaite de Sizik qui, pareil, un petit peu en difficulté sur ses jeux. Voilà. On rappelle, on n'a pas eu de médaille d'or en dehors de Teddy Riner. Il y a eu quelques médailles d'argent, beaucoup de médailles de bronze. Ça reste des jeux décevants à domicile pour les Français, où ils étaient favoris ou pas loin dans pas mal de compétitions. Et donc le Japon a 3-1, et donc plus qu'un combat à gagner pour être champion olympique. Et là, on a eu 2 énormes affrontements. On a eu Johan Gaba, qu'on voit à l'image, paf, ici, qui a sorti un combat juste exceptionnel en fait. Donc il affronte Ifumi Abe, champion olympique à Tokyo, champion olympique là à Paris, vraiment un monstre de sa catégorie. Et on a eu plus de 10 minutes de combat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On voit derrière la 4,52 de Golden Score. Donc pas 10 minutes du coup, 9 minutes, parce que c'est 4 minutes de combat. Il venait déjà d'avoir l'argent, Gaba, en étant une surprise. On rappelle, ce mec, il a quasiment pas de palmarès. Je crois qu'il est 3e au championnat d'Europe. Il a fait un peu de trucs en junior, mais c'est une... voilà, il se révèle. Clairement, c'est la révélation du judo sur ces jeux, parce que ce mec n'était pas du tout programmé pour faire ça. Une médaille d'argent, et derrière, pour le match décisif, pour la médaille d'or, il vient taper une légende du judo. 3 catégories, les mecs, les moyens, les gros, c'est ça. Pierre-Rome, je te réponds après le live, enfin après l'enregistrement. Donc ouf d'avoir cette perf en fait, parce que quand on sort comme ça un petit peu de nulle part, on a envie de dire qu'on n'est pas attendu avec un match de cette pression. Tenir le choc, c'est juste impressionnant. Donc on passe à 3-2, mais là, c'est pas fait du tout. Et là, on a Clarisse Agbenienou qui pareil, un peu déçu de ses jeux, médaille de bronze seulement, quand elle a fait sa 3e place, clairement, elle était soulagée d'avoir une médaille, mais elle en voulait plus. Elle était quand même assez déçue. Donc, elle avait vraiment l'esprit de revanche, et elle a sorti, pareil, la japonaise au bout d'un combat assez incroyable, assez crispant, parce que, encore une fois, au Golden Score, beaucoup de pression. Et donc là, on arrive
Donc c'était Kita Kaishi en face dans le combat. Très très tendu. Je me suis mis un lien. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis mis une petite vidéo peut-être, je ne sais pas. J'ai un lien vers une image. J'avais oublié que j'avais mis ça et je vais vous le montrer parce que si je l'ai mis, c'est que c'était important. Ah non, c'est peut-être le... Qu'est-ce que nous avons là? Non, voilà, c'est ça que je vous ai mis en... C'est ça que je vous ai mis en vidéo. D'accord, ok, je comprenais pas. Donc, on en est à Clarisse qui gagne son combat au bout du suspense, 3-3. Et là, quand il y a 3-3, si vous avez bien saisi, faut avoir 4 points, mais il n'y a que 6 combattants. Et bien là, on tire au sort la catégorie qui va rejouer. Donc vous voyez, moins de 57, moins de 73 et les 90 kilos en bleu et en rose. Et là, on tourne, pardon, plus de 110, voilà, pardon, vous avez très bien lu. On tire au sort, il y a une petite roue qui tourne. Ah, pop, j'ai pas montré la vidéo. Mais en gros, voilà, vous avez cette petite roue qui tourne. Voilà, on lance le décompte et ça s'arrête sur, évidemment, les plus de 90 kilos. Donc Teddy Riner reprend son combat. Refait un combat. On est directement en golden score. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat classique. Donc le premier qui marque a gagné, peu importe, Wazahari, Ippon. Les pénalités, il y en a eu un peu de distribuées quand même. Je crois qu'ils finissent à 2 pénalités chacune, alors qu'il y a eu beaucoup de pénalités pour le japonais au début. Et donc le mec, il avait déjà affronté Teddy Riner pendant 6-7 minutes. Il se recolle un Teddy Riner pendant 3 minutes. Double défaite de Saito. Et donc Teddy Riner comme un symbole qui vient offrir la médaille d'or à son équipe. Teddy au-dessus, parce que ça, quand on a parlé de ses médailles, on a parlé des individuels. Mais il a en plus 2 médailles d'or par équipe qu'il faut rajouter à son palmarès. Donc ce mec est juste au-dessus. Il a en plus dit que Los Angeles, s'il est encore en forme et qu'il gagne, pourquoi pas y aller? C'est juste dingue. Donc voilà, c'était une fin épique. Et quand il a fait son hippon, ça a bien gueulé. Le juste prix, c'est exactement ça. Donc ouais, c'est le tirage au sort. Ouais, quand le japonais, effectivement, quand il a vu ça. Il était là, ok, il va falloir se refiler. Il n'a pas été ridicule du tout, hein, il s'est bien défendu, il a tenté des choses, mais Teddy est juste au-dessus sur ces Olympiades et c'était comme un symbole. Il gagne 3 combats dans ces jeux pour 2 médailles d'or et c'est fou, et c'est juste fou. On enchaîne avec la belle histoire, on ira un peu plus vite parce qu'on a fait long sur les 2 premières. Et j'ai choisi de parler de tir à l'arc. Pardon, je vous ai pas mis la belle photo là. Regardez comme ils sont beaux, toute l'équipe. Donc tous ceux qui ont participé même au match au quart et au demi, au 8e sont présents. Donc il y avait pas mal de monde. Et comme disait je sais plus qui, ça va faire cher à la Fédé, à l'État de payer toutes ces primes parce que du coup ils ont tous la médaille d'or. Mais ça fait plaisir, ça régale. Donc on va parler. J'ai décidé de parler tir à l'arc parce que vous savez que à la maison, on s'est pris plutôt d'affection pour ce sport qui est assez plaisant à regarder, assez rapide, belle petite ambiance. Voilà, et on a une Française qui a fait une médaille, donc je voulais en parler. Parce que Lisa Barbelin, en tir à l'arc, c'est tout simplement la première médaille d'or individuelle chez les femmes depuis que le tir à l'arc est revenu il y a 30-40 ans, je crois, un petit peu plus, au JO, les années 70. Et pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il y a eu des scénarios assez fous, il y a eu quand même des gros adversaires. On va commencer en quart de finale. Donc, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Ils font des volets de 3 flèches. Celui qui a le plus de points gagne le set. Donc, c'est 2 points si vous gagnez un set. Si jamais il y a match nul, c'est 1 point chacun. Et c'est le premier à 5. Donc on se rend bien compte que si vous avez gagné 2 sets, eh bien, il vous suffit d'un match nul et vous gagnez le match, qu'il y a 1 point pour chacun et vous êtes à 5, vous avez gagné. Donc maintenant qu'on a compris ça, on comprend pourquoi c'est compliqué puisqu'elle est en quart de finale. Il y a 4-2. C'est ça. Et la Française a lancé ses flèches. C'est au tour de son adversaire de tirer. Et en gros, les maths sont simples. Hein. La Française, elle a 27 points. L'autre, elle en a 19. Si elle fait un 8, eh bien, c'est match nul. Du coup, elle gagne le match parce qu'elle a 1 point parce qu'elle se partage les points du set. Si elle fait plus, elle gagne le set et elle gagne la manche. Donc voilà. Il y a juste à faire un 8
à leur niveau, je crois pas avoir vu, on a regardé pas mal de trucs, bon plutôt les demi, les finales par équipe, je crois pas avoir vu moins que 8 en fait. Peut-être une fois un 7 et encore, j'ai jamais vu ça en fait. Et puis il y a juste entre guillemets à assurer, lancer la flèche et là, coup du destin, petit vent. Et on sent que l'adversaire, elle prend du temps avant de tirer. Du coup, ça tétanise un peu, ça tremble. Et là, elle envoie un 5. Elle envoie un 5, du coup, la Française gagne le 7. Du coup, ça repart sur une mort subite, donc sur une flèche. Elle l'emporte. Derrière, demi-finale contre l'immense reine de la discipline, la coréenne. De toute façon, les Coréens, ça fait 10 titres de suite par équipe qui gagnent. Ça gagne tout le temps. Voilà. Et en individuel, pareil, c'est pas du 100%, mais pas loin. Donc clairement, j'en appelle les requins blancs, je crois, le surnom de l'équipe. Enfin, voilà, ils surdominent. Elle perd contre une Coréenne, mais elle prend une Coréenne de nouveau en match pour la médaille de bronze. Et ça, on l'a suivi en entier avec les enfants. Et c'était vraiment cool parce qu'elle s'en sort. Encore une fois, dans un match avec beaucoup de suspense. Ouais, voilà, 5-5, tir de barrage. Ouais. Attends, premier à 6, pas à 5. Ben non. Hein, quoi? Non, parce que quand il y a 4... Attends. Attends, Eneria, tu me mets le doute. C'est le premier à 5 pour moi. Parce que justement, quand il y a 4-2 et que tu fais match nul, ça fait 5-3 et le match il s'arrête. Je crois pas que tu puisses faire 5-5 et tir de barrage. Je crois que c'est 4-4 tir de barrage. Vous me mettez le doute, hein. Vous me mettez le doute. Vous mettez le doute parce que je suis quasiment persuadé d'avoir eu un 4-2, match nul et le match finit. Il n'y a pas 4-4 tirs de barrage. Ok, 6, ok. La vindicte populaire a parlé. Ok. Vous êtes plusieurs, donc je vais vous faire confiance. Donc il doit y avoir 5-3 et pas 4-2. Alors je me suis mélangé les pinceaux dans mes notes. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui compte, c'est... Ok, très bien. J'ai confondu mes petits. Merci Eniria pour Greggy et Michou pour la correction. Donc elle reprend une coréenne pour la petite finale et là elle fait une manche solidaire parce que là c'est à elle de conclure l'affaire avec un 10. Si elle fait un 10, elle gagne. Sinon justement c'est le partage des points et elle craque pas et elle envoie son 10. Magnifique, énormément d'émotions, on le voit sur l'image. Elle a beaucoup crié, son interview d'après match, c'était dingue, elle était en larmes, elle était fière, c'était extraordinaire, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool à voir. Mais alors du coup, j'ai dû me planter dans les points parce qu'il m'avait semblé qu'à un moment, il y avait eu partage des points et ça a gagné en étant à 5. Ah, ou peut-être par équipe, la règle est différente. Non, peut-être pas. Je sais pas. Peut-être qu'en par équipe, le compte est différent et je me suis mélangé entre les deux. Bref. Donc voilà pour la belle histoire. Je voulais en parler parce qu'on va pas parler beaucoup de... On a un peu parlé de tir à l'arc quand même sur la chaîne, mais voilà. Comme d'hab, pour finir, 5 minutes pour parler de ce qui a été zappé. Il faut quand même parler un petit peu de Simone Biles, parce que elle commence à enquiller sérieusement les médailles. Puisque elle a... attendez, parce que je me mets mes notes en même temps à côté. Elle avait gagné le concours par équipe, elle a gagné le concours complet. Là, elle s'est offert un troisième sac dans les jeux avec le cheval d'arçon et il lui reste encore... alors après, j'ai lu des choses différentes, mais donc ça fait déjà 7 titres olympiques pour elle en tout. Mais il lui reste la poutre et le sol et peut-être les barres asymétriques. J'ai lu ça, enfin ils ont dit ça hier sur France Télé, j'étais surpris parce que moi j'avais lu qu'elle faisait le sol et la poutre où elle est vraiment exceptionnelle aussi. Donc on va suivre ça, mais elle pourrait porter son total à 9. Ça commence à être lourd. Quand on pense que dans la même soirée, Cathy Ledecky a été accrochée sa 8e médaille d'or sur le 1500, sur le 800, pardon, elle avait déjà gagné le 1500. La meuf, elle est là depuis qu'elle a 15 ans. Ça fait 12 ans qu'on la voit, elle a que 27 ans. Elle continue d'écraser le 1500 et le 800. C'est juste impressionnant. C'est juste dingue. Et
Et je voulais aussi parler un petit peu parce que c'était quand même un moment d'émotion, puis un moment un petit peu dur. Ah, le 5 sur les épreuves par équipe. Voilà, merci Enya. Ok. Donc, j'avais pas calé que la règle était différente pour l'individuel. J'ai copié-collé les règles du par équipe, mais il me semblait bien que j'avais vu un 4-2 et la manche, les points partagés et la fin du match. Ok, très bien, on a résolu le mystère. Merci à vous. Donc, il y a quand même une chose dont je voudrais parler. Donc, il y a eu le décathlon pendant ces 2 derniers jours. Malheureusement, Maquette Saint-Cléty n'a pas été en course pour la médaille et on n'avait pas donc notre Kevin. Mais on a eu les qualifs de la perche et Thibaut Collet, voilà, qui est un petit jeune qui monte, qui avait fait des bons championnats d'Europe, qui pouvait éventuellement créer une surprise ou quoi. Il s'est même pas qualifié. Il n'a pas passé 5,75 au qualif. Et son interview d'après-match, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle était poignante d'honnêteté, de franchise, de dire voilà, j'ai pas été au niveau, j'ai pas été bon, et il avait des mots durs sur lui en disant voilà, j'avais investi pour payer des places à ma famille, à mes amis pour qu'ils voient la finale, j'ai même pas être là. Je les ai déçus, je suis nul à chier, je mérite pas d'être là. Enfin, il était très très dur avec lui-même. On était mal pour lui en fait. On sentait une énorme déception, un énorme traumatisme d'être passé à côté. Et j'ai dit quoi? J'ai dit concours général. J'ai dit quoi? J'ai employé quel mot? Attends. On dit pas concours général? J'ai dit concours général. Et tu me dis qu'il faut dire concours général. En gym, c'est concours... J'ai dit concours général. Ah, j'ai dit concours complet peut-être. Dans mes notes, j'ai concours général, mais j'ai peut-être dit concours complet, effectivement. J'ai peut-être fourché Eniria. Ah là là. Désolé. Donc ouais, c'était dur. Donc on va en transitionner vers le qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui parce qu'il y a justement Sacha Zoya qui démarre son 110 mètres haies. Donc on va suivre ça parce que c'est quand même une petite chance. Et en athlée, on va surveiller le 800 mètres avec Tual, le 100 mètres haies féminin aussi. Il y a quelques disciplines comme ça où on peut créer des surprises ou en tout cas être un petit peu dans la bataille pour aller chercher des places de finalistes ou quoi. Mais c'est clair que ça va être compliqué. L'athlète, ça va pas être la même chose qu'en natation avec le en marchant, c'est clair. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va suivre Donc il y a le 4x100 nage masculin. C'est l'apothéose de la natation. On finit toujours avec ça, les mondiaux, les Jeux Olympiques. Donc ça va être la dernière course de Léon et la dernière course des JO. Enfin, ça va être le féminin, la dernière course. Samir Aït Saïd aux anneaux, donc là en gym aussi à suivre, ça peut jouer. On a là le match pour la 3e place de Félix Lebrun, 13h30 je crois, j'ai noté quelque part. Donc ça on va suivre fort parce que s'il nous ramène une médaille, c'est juste incroyable. Des médailles en tennis de table, il n'y en a pas beaucoup à part Jean-Philippe Gatien je crois. Donc on va suivre ça avec attention. On espère vraiment une 3e place pour la team Lebrun en attendant le double. Le double quoi? Le sondage est formel. Qu'est-ce qu'il dit le sondage? Ah, mais c'est les streams du Survivor, mais ça c'est Regal qui a fait plein de comptes pour voter plein de fois. C'est juste ça. J'imagine que tu dois pas mal râler. Salut Chimenix, bienvenue à toi. Donc voilà pour ce qu'on va suivre. Et si, le dernier match de poule des Français, laissez-moi retrouver l'heure de ça en hand. Il me semble que c'est 16h, pardon, le France-Hongrie. Il faut gagner. Si on ne gagne pas, c'est compliqué. Il faut sortir la calculatrice. Donc on va suivre ça. Et on espère surtout au-delà de la victoire, qui vont y mettre la manière qu'on va dire ok, ils sont dedans, on aborde les quarts de finale, il n'y a plus que 3 matchs à aller chercher pour une médaille, ils vont le faire, on a confiance, ok, c'était juste un accident au début, voilà, il vaut mieux perdre les matchs au début qu'à la fin, c'est ce qu'on dit. Donc s'ils sont champions olympiques dans une semaine, on dira tout le monde aura oublié le mauvais début. C'est arrivé, ça en parlait un petit peu entre les basketteurs qui rentrent pas bien dans leur tournoi, les handballeurs, ça arrive, des mauvais débuts de tournoi qui finissent par des médailles, c'est complètement possible. Les dynamiques, on voit bien en foot à la Coupe du Monde, c'est pas parce que vous gagnez vos 3 matchs de poule que vous allez rouler sur la compète. Dès que c'est élimination directe, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes dispositifs, on peut s'adapter, on peut changer, on peut évoluer. C'est sûr que
Vaut mieux se rassurer en jouant bien, mais c'est pas complètement fini. Ils peuvent encore nous montrer, ça reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Il ne faut pas du tout les enterrer. On n'a pas perdu les 2 matchs de poule avec une équipe moyenne. Non, on a une bonne équipe qui a juste du mal à se mettre en place. Donc voilà, donc on va surveiller ça. On va surveiller ça bien fort. Tac, tac. Aussi, pardon, les filles aussi, France-Australie. En basket, important pour les positions et pour savoir qui on prend en quart, et c'est d'éviter les Américaines en quart de finale du basket féminin pour envisager les demi-finales et aller un petit peu loin dans la compétition, évidemment. Donc voilà, une belle petite journée avec pas mal d'athlètes comme d'habitude. Donc l'athlète, on va prendre ce qui vient. Moi, de toute façon, j'adore regarder l'athlète. Donc je prends ce qu'on me donne, les lancers, les sauts, les courses. J'adore ça. Donc on suivra ça. Puis on verra s'il y a 2-3 Français qui peuvent nous faire mentir. Bien, voilà pour le débrief de cette journée. Passez une belle journée olympique. Le prochain débrief, peut-être potentiellement dès ce soir, on verra. Mais si je pense plutôt ce soir que demain matin, ça sera plus simple à gérer. Et puis après, donc, il y aura un autre débrief lundi soir. Et après, il y aura peut-être des petites pauses, en tout cas des dispositifs différents, parce que je serai sur Paris pour les JO. Donc, je ne serai pas dans le setup habituel. Donc, je vais voir un petit peu comment je m'organise, quand est-ce que je peux faire les choses. Mais voilà, ça risque d'un petit peu bouger et je verrai si je vous fais un truc en direct pour les demi-finales jeudi soir. J'espère voir l'équipe de France de basket, mais c'est pas dit. Il va falloir se défaire du Canada. Il me semble que c'est mardi à 18h, le France-Canada quart de finale. C'est un gros morceau. On aura l'occasion d'en reparler, mais il va falloir envoyer du lourd.